Cette dernière année, la profession du traducteur et de l'interprète a subi des changements. Mais en réalité, le changement est pour le traducteur une normalité. S'adapter est ce que Nathalie Avedissian a toujours fait. Elle a commencé à traduire quand les outils informatiques et la technologie dont nous disposons à présent n'étaient pas à la portée des professionnels dans ce domaine. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire dans le monde de la traduction et sa manière de faire face à cette crise sanitaire. Écoute, je n'avais pas forcément pour ambition d'être traductrice. Et puis en fait, je suis allée vivre 2 ans en Espagne, et ensuite 2 ans en Angleterre, et je suis rentrée à Toulon. J'avais fait des études de langue, hein. J'avais une maîtrise en poche, une maîtrise de LEA. Et puis je me suis installée à Toulon et peu à peu, je me suis rendu compte que c'est un métier qui me plaisait. Alors à l'époque, il faut dire ça, c'était en 93, donc il y a beaucoup d'années, ça fait très longtemps, bientôt 28 ans. Il y avait déjà peut-être moins de traducteurs sur la place de Toulon. On devait être 4-5 déjà à Toulon seulement. Et puis au début, j'ai exercé, alors j'avais peu de travail, hein. J'ai exercé directement en indépendante. En fait, j'ai jamais été salariée. Et la liberté d'entreprise m'a plu tout de suite. Cette impression d'être libre. Si finalement notre liberté, elle existe vraiment, parce qu'on en vient à travailler plus que les salariés, hein. Surtout au début, on travaille beaucoup le week-end, on travaille le soir. On n'a pas encore tout à fait la notion des délais, je pense. Donc on peut vite se mettre en retard sur un projet. On est moins organisé. Donc bon, au début, j'ai énormément travaillé. Et je me suis fait petit à petit ma clientèle, et puis maintenant, ça fait 27 ans, je peux dire que je suis installée. Je ne peux pas dire non plus que je suis à l'abri de tout, parce qu'on est à l'abri de rien, et surtout dans ce métier qui évolue extrêmement rapidement. Il faut se tenir informé de toutes les nouvelles technologies, il faut se tenir aussi informé du marché, de son évolution. Il faut savoir prendre la direction qui s'impose au moment où il faut la prendre. Il faut être réactif en fait. Et puis il faut être curieux. Il faut être curieux pour continuer à avancer. Voilà. Je pense notamment au logiciel de traduction, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, moi je vais paraître dinosaure quand je dis ça, mais bon, on travaillait avec les fax. On n'avait pas Internet, hein. Je me souviens qu'on faisait des traductions sur la coiffure, et on allait dans le salon de coiffure en bas pour demander des conseils, comment ils faisaient les teintures, comment ça s'appliquait. Ça, c'est un exemple qui m'est resté gravé, parce que maintenant, si tu veux des informations sur n'importe quel métier, tu vas sur Internet et tu les trouves. Donc c'était vraiment, je pense que fondamentalement c'était le même métier, puisque le cœur de métier reste le même, on traduit. Mais tout ce qu'il y a autour a énormément évolué. Ah, bien sûr, j'ai constaté des changements, notamment ce qui concerne déjà le volume de traduction, qui n'est plus du tout le même. Ça, j'y reviendrai. Les appels des clients qui sont beaucoup moins nombreux. Les appels, je pense notamment aux appels des particuliers, qui se déplacent moins. Donc, par exemple, pendant le confinement, j'ai eu très peu d'appels de particuliers, tout le monde restait chez soi, que ce soit le premier ou le deuxième, hein. Pour ce qui est du volume de traduction, mais évidemment, nous, on est quand même un métier, si j'ose dire, en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on dépend beaucoup d'autres secteurs. Alors, j'imagine qu'un traducteur qui est spécialisé dans le domaine du transport, de l'événementiel,
tout ce qui est organisation de congrès, un interprète, parce que je parle des traducteurs parce que je suis plus traductrice qu'interprète, mais je pense aussi aux interprètes parce que notre catégorie regroupe les deux, notre catégorie professionnelle. Évidemment que le volume de traduction et d'interprétariat a beaucoup fléchi. Ça, c'est une évidence, étant donné que ces secteurs n'ont pas pu exercer. En France, il y a quand même eu une baisse notable du chiffre d'affaires du secteur des transports, de l'énergie. Étant donné, et puis tous les secteurs du spectacle, etc. Donc, le traducteur qui est spécialisé dans ces domaines-là, évidemment qu'il a eu encore plus il a vu une baisse de son chiffre d'affaires beaucoup plus importante que d'autres secteurs. En ce qui me concerne, le secteur juridique, évidemment les transactions juridiques, ce sont un peu les transactions, tout ce qui est transactions, contrats, accords, signatures, elles ont un peu stoppé, elles ont un peu repris parce que tout le monde s'est un peu digitalisé. Donc maintenant on a des possibilités de traduire un contrat. Par exemple, les notaires, ils peuvent s'échanger des signatures de contrats à partir de leur bureau. Voilà, tout se fait en distanciel, donc ça va peut-être reprendre. Mais c'est sûr qu'il y a eu une baisse alors des clients directs et puis des agences évidemment, parce que les agences de traduction avaient moins de travail. J'ai beaucoup digitalisé ma stratégie. Moi, je pense que la digitalisation, c'est vraiment la vague sur laquelle il faut surfer en ce moment. Voilà. Alors la digitalisation, je pense déjà à l'étoffement des réseaux sociaux, des réseaux professionnels. Puisqu'on peut moins se voir, puisqu'on peut moins se rencontrer physiquement, il faut bien continuer à se rencontrer, hein, il faut bien se réunir. Et voilà, et ça, les réseaux sociaux nous permettent de nous réunir, de former des groupes, de continuer à réfléchir sur notre métier. On est moins isolé. Et je dirais même que c'est un avantage parce que finalement, ça nous a forcé à entrer dans cette ère de la digitalisation et peut-être que maintenant, on est encore moins seul que ce qu'on pouvait l'être. Parce que la traduction, de toute façon, c'est un métier un peu solitaire. Et comme on est allé vers ces réseaux, parce qu'il fallait bien continuer à se faire connaître, continuer à collaborer, en fait, hein, on y est allé, finalement, peut-être que maintenant, on est moins seul. C'est une autre approche encore, hein. C'est une adaptation hein, de chaque jour. Et puis, il faut apprendre à communiquer de manière... sur ces réseaux, c'est pas évident. Il y a des codes. Il y a une déontologie, c'est assez lissé, je trouve, comme les relations sont lissées en ce sens que il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, il faut faire attention, il ne faut pas faire de fautes, il faut produire un contenu intéressant. Alors, alors ça, c'est pareil, les formations se sont développées en ligne considérablement et puis on a énormément de formations hein, pour apprendre à gérer une présence sur un réseau social, quel qu'il soit, et notamment sur un réseau professionnel. Après, je suis sur des plateformes, parce que là aussi, il y a beaucoup de plateformes qui sont mises en place, qui font le lien directement entre le traducteur et le client. Lingual, c'est celle à laquelle je pense, mais il y en a d'autres, Prose, hein, qui est quand même très connue et puis qui est là depuis longtemps. Donc ça, il y en a énormément de plateformes. Elles sont gratuites. Je pense, j'ai pas encore travaillé réellement avec elles. Hein. Je me suis inscrite. Je pense qu'elles prennent un pourcentage sur le travail. Enfin, j'ai fait des devis, mais ça n'a jamais abouti. Alors après, c'est pareil. Si c'est une plateforme mondiale, évidemment que moi, le devis que je vais faire en France a peu de chances de passer par rapport à une personne qui serait située en Asie où les prix sont beaucoup moins chers, ou ne serait-ce qu'en Europe de l'Est et même en Espagne, hein, dont les prix sont beaucoup moins élevés. Alors voilà, tout dépend de la combinaison de langues et puis aussi du type de plateforme, parce que nous les Français, on n'est quand même pas les plus compétitifs au niveau mondial en ce qui concerne la traduction.
Oui, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent, de plus en plus souvent, mais c'est pas forcément en raison de la crise sanitaire. C'est aussi le flux de traduction qui est différent maintenant. Il y a beaucoup d'outils de TAO, traduction assistée par ordinateur. Et donc là, en conséquence, les prix chutent considérablement. Je pense que cette diminution des prix est parallèle en fait à la crise sanitaire. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai adapté mes prix? Parfois, pour les clients de longue date, oui. Pour les particuliers aussi, j'ai un petit peu adapté. Autrement, non, je suis restée dans la même fourchette et c'est important de rester au même prix parce que sinon, on casse les prix du marché et c'est pas bon non plus. Tout ce qui est traduction médicale, justement, ça a été affecté positivement, hein, parce que j'imagine qu'il y a eu plus de traduction médicale. Après, affecté négativement, je pense surtout aux traductions éditoriales, touristiques, étant donné que les donneurs d'ordre font partie de sociétés du secteur S1. Et donc le secteur S1, c'est le secteur le plus impacté par la crise. Beaucoup de restaurants sont fermés, les sites d'accueil de conférences sont fermés, donc automatiquement ça entraîne un flux de traduction inférieur. Se former constamment, se former parce que justement on profite du temps qui nous est laissé pour apprendre de nouvelles choses. Et puis là c'est bien, c'est du travail qu'on fait en amont pour plus tard. Rester positif, il faut rester positif, tenir coûte que coûte. Peut-être aussi se diversifier. Moi, je vois que maintenant, on fait une petite activité de rédaction web. Donc, parce que ça, la rédaction web, ça prend de plus en plus, étant donné qu'on va de plus en plus sur le digital. Donc, voilà, se diversifier un peu, tout en gardant son cœur de métier qui est la traduction. Et puis surtout, je vous dis, restez optimiste. Ça va passer. Oui, il y a le fonds de solidarité. Étant donné qu'on fait partie du secteur S1 bis, on a le droit à des aides. Alors maintenant, je ne sais pas, moi j'en ai bénéficié au début de la crise et puis je ne demande plus parce que j'ai moins besoin, mais c'est vrai qu'un petit soutien serait bienvenu, notamment au point de vue des charges, parce que même si je travaille à peu près comme avant maintenant, étant donné qu'il y a eu quand même cette période avec un gros trou dans un gros déficit, finalement, il faut rattraper. Il faut rattraper l'argent qui n'a pas été gagné. Donc, l'URSSAF nous aide aussi en ce sens qu'on ne paye pas les cotisations sociales qui sont dues. Enfin, c'est pas qu'on ne les paye pas, c'est qu'elles sont reportées. Donc, le report de paiement des cotisations sociales qu'on devra payer plus tard, peut-être quand la crise sera terminée. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont mises en place et puis quand même, moi, je me sens bien entourée, assez protégée, on va dire. Il y a une certaine compréhension dans la difficulté des professions libérales qui n'ont pas travaillé pendant des mois. Même si ça reprend, c'est pas une évidence non plus. Il faut demander sur le site de l'URSSAF, parce qu'on a tous, en tant que travailleurs indépendants, un numéro de SIRET et on est affilié à l'URSSAF, même les auto-entrepreneurs. Et il faut demander, aller dans la messagerie et demander aide exceptionnelle. Et puis remplir divers papiers. Voilà. Et en général, l'argent, la réponse est donnée dans les 2-3 jours. Et l'argent est viré pareil dans les 2-3 jours. Ça tarde très peu. Donc ils sont assez réactifs en plus. Continuer comme si de rien n'était. Enfin, faire en sorte que... Parce que du travail, il y en aura toujours. Je vous ai dit qu'il y avait une forte croissance dans le domaine de la traduction. Donc, peut-être que les modalités financières, les conditions tarifaires, les délais, etc., les outils pour traduire changent et évoluent.
surtout en ce moment. Mais il faut s'adapter là encore et puis se former et ne pas désespérer. Parce que de toute façon, un traducteur qui s'installe au début, il n'a pas de travail. Pas forcément beaucoup. Donc est-ce que ça change la donne? Pas véritablement. Puisque dans tous les cas, il n'aurait pas eu un volume de travail exceptionnel dès le début. Donc voilà, donc c'est rester confiant et optimiste dans l'avenir. Bah, se spécialiser, il faut encore aimer ça, hein. Se spécialiser pour se spécialiser, je ne suis pas certaine. Il faut aimer le domaine dans lequel on se spécialise, puis il faut avoir des connaissances. Donc ça passe par la formation, qu'elle soit universitaire ou une formation extra-universitaire, c'est pas la question, mais pour se spécialiser, surtout dans une spécialité comme le médical, il faut quand même beaucoup travailler. Et il faut que ça plaise. Voilà. Je pense qu'on doit se spécialiser dans les secteurs qui nous tiennent à cœur. Il ne faut pas choisir une spécialité en fonction du fait qu'elle soit rémunératrice ou pas. Parce que dans tous les cas, si elle ne nous plaît pas, on ne va pas exceller. Et si on n'excelle pas, même s'il y a du travail, on ne nous appellera pas. Il vaut mieux cibler quelque chose qui plaît pour développer le meilleur de soi-même et le meilleur de ses compétences.